C'est Hebdo, édition du dimanche 22 décembre 2019. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Tara, la mascotte sélectionnée par le jury du concours organisé pour désigner la mascotte du Chan, suscite la colère de certains Camerounais. Ils ont exprimé leur déception après sa présentation le 14 décembre et c'était le début d'une polémique qui depuis lors divise. On en parle brièvement en entrée. On dirait également un mot sur le recrutement des docteurs PhD. Les enseignants non sélectionnés ont poursuivi leur sitting au pied du ministère de l'Enseignement supérieur et même la conférence de presse organisée le 17 décembre par le professeur Jacques Famendongo n'aura pas réussi à calmer les esprits. On dirait également un mot sur le contentieux préélectoral. Le Conseil constitutionnel compétent en la matière pour les législatives a vidé les 50 dossiers inscrits au rôle de son audience le 19 décembre. Réhabilitation de certaines listes de l'UPC, rejet de la liste SDF dans la circonscription du Ngok-Tchouja Sud. La disqualification d'un ex-candidat RDPC présenté à Vori-S viendra relancer le débat sur la double nationalité. Mais avant ces deux sujets, nous dirons un mot de cette annonce du président Alassane Ouattara qui fait savoir que dès 2020, le franc CFA sera remplacé par l'éco en Afrique de l'Ouest avec les réserves de change qui ne seront plus centralisées par la France et dont disparition de l'obligation de reverser 50% de ces réserves sur le compte d'opération du Trésor français. Nous reviendrons également brièvement sur le projet de loi portant en code général des collectivités territoriales décentralisées adopté par le Parlement camerounais. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Alain Tipou, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. J'avoue que c'est une grande première avec vous sur ce plateau. Pas la dernière, j'espère. Non, peut-être la dernière de l'année. Voilà, la dernière de l'année, ça c'est sûr. En tout cas, je suis heureux de partager le panel de ce dimanche et bonjour à mes copanélistes. Alors, que se passe-t-il justement à Douala et à Yaoundé avec les malades souffrant d'insuffisance rénale? Nous avons vécu une semaine un peu tumultueuse du côté de l'hôpital général de Douala. Je commence par là parce que, il faut le dire, depuis un certain temps, la direction générale de l'hôpital général de Douala fait des mains et des pieds pour maintenir une certaine stabilité dans la fourniture, dans les approvisionnements des kits de dialyse. Il se trouve que depuis 2 ou 3 mois, ça allait en s'empirant, au point où la ligne rouge a été carrément franchie cette semaine où on n'a pas eu la possibilité, n'est-ce pas, de prendre en charge les malades d'insuffisance rénale. Tous les malades de l'hôpital général, tous les malades souffrant d'insuffisance rénale à l'hôpital général ou alors certains? C'est tous les malades, mais à l'exception de ceux qui peuvent apporter leur matériel de dialyse, parce que c'est ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est la non-disponibilité d'un ensemble de matériels et consommables qui sont indispensables à l'hémodialyse. C'est ce matériel-là et ces consommables-là qui sont en rupture de stock et provoquent donc la situation de tension auprès des malades. En fait, si vous me permettez de m'étendre un peu sur le sujet, nous avons eu à applaudir de tout rompre lorsque au mois de juillet, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a pris une mesure qui mettait un terme au mandat de monsieur Kono Ngoudou François qui était jusque-là délégué en charge employé dans la cellule en charge de réguler les approvisionnements, les centres d'hémodialyse publics. Et pourquoi il avait pris cette mesure? Parce qu'il lui était revenu des rapports selon lesquels certaines tractations, il y avait beaucoup de tripatouillage dans les commandes. Il a dû mettre un terme au mandat de ce monsieur. Nous pensions que c'était une solution au vrai problème d'approvisionnement en matériel de dialyse. Que non, parce qu'à l'épreuve des faits, on s'est rendu compte que
cette mesure n'a pas porté les fruits parce qu'à un moment donné, nous dénoncions tous les Camerounais avec le monopole dans la commande publique pour ce qui est... En fait, on centralise et les commandes et les fonds subséquents pour faciliter les paiements. Donc tout est centralisé au niveau de Yaoundé. Et c'est ce monsieur qui a assuré donc la régulation des stocks et la régulation des approvisionnements. Et quand il a été démis de ses fonctions avec instruction de libérer le bureau ce week-end, nous avons applaudi les deux mains parce que nous pensions que c'était lui le problème. Et nous espérions qu'à la suite, tout allait rentrer dans l'ordre, avec même à l'appui une lettre, une correspondance toujours signée du ministre de la Santé adressée aux responsables des hôpitaux généraux, des hôpitaux de référence un peu partout dans le pays, pour indiquer que ce monsieur ne devait plus traiter avec ce monsieur qui n'était même pas un personnel de l'État. Et on ne sait pas par quelle alchimie il s'était retrouvé donc avec des bureaux, avec des voitures. Donc il n'est pas là, mais le problème persiste. Le problème persiste manifestement parce que... À votre avis, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Non, je crois qu'il va falloir mettre un terme au monopole, donner la possibilité à chaque centre de dialyse public d'assurer lui-même ses approvisionnements, de gérer lui-même son stock de kits. Je crois que ce serait bien, au lieu de vouloir centraliser avec tout ce que ça comporte comme goulot d'étranglement. Au moment où on parle de la décentralisation, c'est quand même assez incongru que les gens continuent encore de renvoyer tout à Yaoundé, les commandes, de l'argent et tout et tout. Voilà les conséquences. Après Douala, il y a eu Yaoundé. Yaoundé également, ça ne va pas de ce côté. Il y a eu un sit-in devant des malades avant-hier, devant la guérite principale de cette formation hospitalière, pour dire que manifestement, il y a un problème de disponibilité des kits de dialyse et de ce côté-là, on signale même déjà des morts. Donc ça fait vraiment des vagues et nous sommes, nous, malades insuffisants rénal, nous n'avons de nos yeux que pour pleurer parce que même la semaine qui commence, là, on n'est pas convaincu qu'il y aura ces matériels-là disponibles. Donc pour dire qu'il y a comme une épée de Damoclès qui pèse sur les malades parce que le matériel fait du yo-yo, un coup ça se stabilise, un autre coup il y a pénurie. Bon, à un moment donné, quand on n'entre pas dans le fond, on a le sentiment que c'est fait exprès, peut-être pour réduire autant que fait se peut la population des malades, parce qu'il faut le dire, l'État subventionne quand même les séances de dialyse à hauteur de 70 000 francs, ce n'est pas rien du tout. Et imaginez donc toute la population des malades. Donc, je ne veux pas être cynique pour penser que c'est ça qui est derrière cette affaire-là, mais en tout cas, nous souhaitons vraiment que ça se normalise le plus tôt possible. Merci Alain d'être avec nous. À côté de vous, nous recevons Serge Gauthier Onanina du PURS. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Madame Léla, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes panélistes, mais surtout bonjour à tous mes nombreux camarades du PURS et nos candidats qui sont engagés ou qui seront engagés bientôt dans les élections locales, municipales et législatives. Un mot peut-être sur le calvaire que vivent en ce moment les malades souffrant d'insuffisance rénale, mais surtout la façon dont l'État gère finalement ce dossier. Eh bien, je vais dire tout simplement en un mot que c'est la caractéristique, la manifestation du Cameroun, le révélateur d'un Cameroun en panne et qui a besoin d'un changement radical. Et c'est pour cela qu'à partir de ces élections qui vont locales qui vont avoir lieu bientôt, il va falloir que nous ayons un parlement fort, mais également des communes, des conseils municipaux, nombreux de l'opposition qui puissent de temps en temps bloquer soit les décisions du système gouvernant obèse du RDPC, soit alors qui propose, parce que l'Assemblée nationale qui légifère, parce que tout cela c'est aussi une question de légifération. Si on légifère bien, la gouvernance, le management lui-même sera un bon management. Il va falloir donc que l'opposition elle-même soit capable d'implémenter des lois, de proposer des lois à la fois dynamiques mais également révolutionnaires pour que ce Cameroun décolle finalement, parce que le malaise est général. C'est le cas dans la santé, c'est le sport, on va certainement en parler maintenant, et c'est le cas dans la justice, on va également en parler. Donc la décentralisation qui a traîné, tout cela, il va falloir que finalement
population, les futurs électeurs prennent conscience de l'enjeu qui est le leur. Parce qu'il y a un problème de fond aussi, et c'est l'occasion de les interpeller. Tout le monde veut le changement au Cameroun, mais personne ne veut franchir le pas. On l'a senti, par exemple, dans l'engagement des listes, la constitution des dossiers, mais parfois même dans l'engagement dans les formations politiques, avec les menaces, les intimidations, alors que la vie est d'abord une question de risque, mais une question d'engagement fort. Et on a l'impression que beaucoup de Camerounais ont encore du mal à dépasser, à franchir ce cap. C'est vrai qu'il y a l'épée de Damoclès, le problème des libertés publiques, le refus de laisser les uns et les autres s'exprimer librement, manifester, avec de nombreux cas qui sont éloquents en la matière, mais il est temps que ça change. Je crois avoir lu justement quelque part, bon, ce qu'on comprend, c'est que le PUR s'est engagé dans la course aux législatives et aux municipales. Je crois justement avoir lu quelque part que votre objectif, c'était d'avoir au total 300 mairies sur les 360. Écoutez, c'est une communication symbolique. Ah, d'accord. D'autres partis ont également communiqué. Peut-être parce que vous êtes conscient, quand vous dites que c'était une communication symbolique, ça veut dire que vous intégrez le fait que ce n'est pas un objectif réaliste. Écoutez, madame, l'objectif réaliste ici, c'est celui de permettre à l'opposition de pouvoir contrôler le Parlement. Et les leçons, les erreurs de 2018, de l'élection présidentielle de 2018 nous ont servi de leçon. C'est parce que nous sommes allés en rang dispersé, chacun est allé dans sa voie avec sa manière de comprendre les choses et sa vision, son égoïsme surtout, que nous nous sommes retrouvés avec un... Et qu'est-ce qui a changé pour le PUR? Parce que je sais que pour le PCRN, à certains endroits, le PCRN a fait des coalitions avec d'autres partis politiques, notamment l'UDC. Qu'est-ce qu'il en est du PUR? Écoutez, on l'a fait également. D'accord. Mais nous ne communiquons pas suffisamment dessus avec quel parti politique? Pour une raison simple, parce que la loi, il faut être très subtil avec la loi. Nous n'avons pas beaucoup de juristes comme certainement au PCRN. Mais vous savez que si aujourd'hui on a rejeté un certain nombre de listes, c'est parce que arbitrairement ou parfois objectivement, on a trouvé l'excuse facile de la démission ou pas d'un militant du parti au pouvoir. C'est pour ça que nous nous refusons de communiquer sur la coalition. Parce que les gens vont nous brandir ça demain. Le contentieux électoral, madame, il commence le jour où vous composez les listes, vous constituez les dossiers et jusqu'à la proclamation des résultats. Donc il faut être subtil, malin et fin. Mais il y aura des mots d'ordre. Il y aura des consignes de vote et la consigne principale, c'est tout sauf le RDPC. Ah, d'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, nous recevons le docteur Aristide Bitouga du PCRN. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, c'est plutôt moi qui vous remercie. Ça faisait un bon bout que je n'étais pas passé par ici, peut-être de manière stratégique. On avait en interne voulu promouvoir de nouveaux visages, de nouveaux camarades, surtout avec les enjeux des élections qui arrivent là. Il était important que ceux qui iront aux législatives municipales, qui commencent déjà à se frotter aux médias, et nous autres on s'était mis en retrait pour essayer de coacher, accompagner cette dynamique-là. Et maintenant que c'est un peu calme, c'est presque la phase de pré-campagne qui va être lancée. Il est important que nous puissions venir donner le ton pour dire à nos camarades que c'est pas la magie d'être sur un plateau de télévision. Il faut avoir un peu de courage, il faut avoir un peu de force et avoir des arguments pour pouvoir convaincre ceux qui sont de l'autre côté. Et donc je salue les copanélistes, je salue vos nombreux téléspectateurs, c'est ça. Voilà, et puis un bonjour spécial à mes camarades de la cellule de veille d'audit. Certainement, vous avez été au courant que dans la foulée des investitures qui ont toujours laissé quelques camarades sur le carreau et quelques frustrations, au niveau interne, nous avons mis en place une cellule de veille d'audit qui a œuvrer à ce que les camarades qui ne se parlaient pas puissent se parler, puissent regarder la même direction, puissent se ressouder pour que nous puissions amorcer. Ça veut dire que vous avez dû faire face aux mêmes problèmes qu'au RDPC alors? C'est des problèmes inhérents à toute organisation humaine, c'est-à-dire il y a toujours des recalés, il y a toujours des frustrés, il y a des gens qui estiment qu'ils ont plus donné que d'autres et donc ils auraient été soit tête de liste, soit ils auraient été 4e ou 5e, mais pas dernier. On comprend ces choses-là, mais la force d'une organisation, c'est
de pouvoir écouter tout le monde et de pouvoir se dire, même s'il y a eu ces avis divergents, même s'il y a eu ces petites frustrations, il est de bon ton que les camarades puissent se remobiliser et se mettre ensemble, parce que ce qui est important pour nous, c'est que le 9 février, que le visage sociopolitique de ce pays puisse changer. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va recevoir André Luther Meka, qui est justement déjà sur ce plateau et qui prend place. Bonjour, Monsieur Meka. Merci de nous avoir rejoints finalement. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs de STV. C'est un plaisir de participer à ces débats. Excusez-moi un peu, oui. Je suis un peu trop élégant là. Donc c'est un plaisir de participer à ces débats et d'échanger avec les panélistes. C'est aussi un plaisir de représenter le RDPC, le Parti de la démocratie et le Parti de l'intégrité nationale. Merci d'être avec nous. Alassane Ouattara annonce le remplacement du franc CFA par l'ECO en Afrique de l'Ouest. Les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont couper les liens techniques avec le Trésor français et géreront eux-mêmes cette monnaie sans interférence avec la France. Analyse de cette annonce justement avec vous, André Luther Meka. C'est déjà une bonne nouvelle, c'est déjà une avancée dès lors qu'on a déjà la propre monnaie. Le problème, c'est d'avoir une banque centrale et que l'Afrique puisse avoir cette autonomie financière. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du franc CFA, cela a un impact négatif, puisqu'on sait qu'il y a des réserves qui sont déposées en France et les administrateurs français participent, n'est-ce pas, dans le conseil d'administration de la BEAC. Donc, cela participe également de l'autonomie financière. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce que nous pouvons dire, est-ce que cela va s'étendre à toute l'Afrique? Parce que s'il y a des micro-monnaies de façon sous-régionale, cela ne peut rien apporter. Il faudrait qu'on ait une monnaie qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir des... Le message, vous l'adressez à qui? Aux dirigeants de l'Afrique centrale? À l'Union africaine, parce que si nous avons... Au président d'exercice? Si vous voulez. Si vous dites l'Union africaine, je veux dire que c'est pas l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas présente sur ce plateau. Donc ce message, vous l'adressez au président d'exercice de l'Union africaine. Au président d'exercice, si vous voulez, mais à tous les chefs d'État africains, pour qu'on ait une seule monnaie qui nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir en face également, de faire d'abord un bloc et de pouvoir permettre à ce qu'il y ait des facilités d'échange et qu'on essaie, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une autonomie économique. Donc pour moi, l'enjeu à ce niveau, ces micro-monnaies ne peuvent pas être efficaces si aujourd'hui la BCEAO ou la CEMAC a telle ou telle monnaie. Je crois que ça sera disparaître. Donc en fait, vous attendez également que les pays de l'Afrique centrale emboîtent le pas à l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait, et c'est très important. Et pour qu'à la fin, que nous puissions avoir une seule monnaie africaine. Et je crois que cela va participer également de l'unité africaine, c'est-à-dire une seule monnaie, une culture, et je crois que nous pourrons faire face à l'adversité. Alain Dipo, comment est-ce que vous analysez justement la présence de la France et l'attitude d'Emmanuel Macron lors de cette annonce? Effectivement, je voudrais pas partager l'optimisme de mon ami Luther Meka, qui a tout fait de jubilé par rapport à l'autonomie financière des pays de l'UMOA. Et si la France c'est le fameux compte d'opération, elle sort par la fenêtre, mais elle sort par la porte, mais elle revient par la fenêtre, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'éco sera garanti par la France au cas où il y a des problèmes de devises. Donc c'est à ce niveau-là que se joue le problème de fond. Donc on est toujours avec la France derrière, même si on a changé le papier qu'on appelle, c'est plus le CFA, c'est ECO. Donc c'est un changement de papier avec quand même quelques incidences. On l'a relevé. Les réserves vont rentrer en Afrique au lieu d'être banqué justement dans le fameux compte d'opération en France. C'est la seule avancée de mon point de vue. Donc maintenant, est-ce qu'il y aura des répercussions sur l'ensemble des autres espaces de la communauté CFA? Bon, naturellement, vous savez très bien qu'à un moment donné, au plus fort de la crise des devises ici en Afrique centrale, notamment en zone CEMAC, beaucoup ont tout fait de penser à une dévaluation du franc CFA, alors que le problème était plutôt au niveau de la disponibilité des devises. Parce qu'à un moment donné, avec l'entrée en scène de la nouvelle réglementation des
d'échange appliqué depuis septembre 2019, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des quiproquos par rapport à la perception même de cette nouvelle réglementation. Et donc, beaucoup ont surfé sur la rareté des devises pour enfourcher les trompettes annonçant une dévaluation du franc CFA. Donc, moi, j'ai bien le sentiment qu'on ne va pas... si on a freiné la dévaluation des cartes fers, il est bien temps. Surtout à la dernière rencontre des chefs d'État de la zone CEMAC ici à Yaoundé, à Itoudi, on a évoqué la question de la monnaie. C'était au centre des débats. Et je crois que selon le communiqué final, n'est-ce pas, ayant sanctionné les travaux de ces chefs d'État au palais d'Itoudi, on avait bien indiqué que les organisations spécialisées, les organes spécialisés devraient faire des propositions, devraient réfléchir sur les solutions à envisager de manière communautaire. Donc, moi, je ne serais pas surpris et si du jour au lendemain, on bat une nouvelle monnaie en Afrique centrale. Alors, Monsieur Serge Gauthier, les réserves de change, on l'a appris, ne seront plus centralisées par la France. L'autre annonce, c'est que la France va également retirer des instances de gestion du franc CFA, va se retirer des instances de gestion du franc CFA, elle qui avait jusqu'à présent un représentant à la BCEAO, un autre à la commission bancaire et un au Conseil de politique monétaire. Alors, pensez-vous que toutes ces mesures puissent faire de l'éco une monnaie un peu plus forte et un peu plus indépendante que le franc CFA? J'ai le malheur de ne pas être économiste, donc je suis un peu mal à l'aise dans le sujet, mais je voudrais comme ça profiter ou alors capter une expression, une formule du président Macron qui a dit aujourd'hui, ou qui a dit « j'ai été à l'écoute de la jeunesse africaine avant de laisser ». Ça veut dire que pour lui, il considère que c'est une faveur. Et pour moi, ça continue à rester un blocage. Je serai, en tant qu'Africain, satisfait de ce qu'on ait une monnaie le jour où la France n'aura pas un avis, je dis juste un avis, à donner sur la question. Mais jusqu'à là, on a encore à nous laisser. Première des choses. Deuxième des choses, le président Ouattara, dans une de ses interviews, a indiqué clairement que pendant que cette monnaie allait être implémentée, il y a des pays qui hésitaient et qui estimaient qu'ils pouvaient, il leur proposait de les rejoindre en 2020. Cela veut dire qu'il y a des insuffisances claires. Et l'un des pays qui est le moteur de l'économie dans la CEDEAO, c'est le Nigeria, qui a clairement indiqué que ces questions que vous venez d'évoquer ne sont pas suffisantes. Donc pour moi, l'éco, voilà. Et pour moi, l'éco, donc c'est quoi? C'est un plat de nourriture qu'on vous prépare avec les mêmes ingrédients, le même goût, le même prix. Je dis tout ce que vous savez, mais qui change juste de nom. C'est de ça qu'il est question. Donc, du coup, rien n'a changé véritablement pour quelqu'un qui n'est pas économiste comme moi et à qui on a expliqué ça de façon basique et simplifiée. Donc, tant que les Français continuent à avoir leur main mise sur cette monnaie, vraiment, il y a encore du travail à faire. Et je salue la jeunesse africaine et lui demande de continuer à radicaliser son discours concernant nos rapports, nos relations avec la France pour qu'elle comprenne que un demi-siècle plus tard ou plus que cela, nous avons beaucoup plus besoin de notre liberté que d'avoir une tutelle ou un tutorat qui ne nous est pas toujours favorable. Parce qu'on peut avoir un tutorat qui nous aide à avancer, mais lorsque le tutorat vous plombe votre épanouissement, il est un danger, une menace, et il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Docteur Aristide Bituga, quelles pourraient justement être les probables conséquences de cette mutation sur le franc CFA utilisé en Afrique centrale? C'est vrai qu'en peut-être 5 minutes que le débat a démarré sur ECO, on est passé d'un changement à une mutation. Vous comprenez que la terminologie autour de cette affaire d'ECO-là est très compliquée. Et c'est moi, ça qui m'interpelle sur cette actualité, parce que je vais mobiliser deux choses. Il y a tout au moins la dimension symbolique de savoir que le CFA, qui était connoté colonial et autres, là, aujourd'hui portera un nom éco, même si je ne sais pas toujours qu'est-ce qui a prévalu au choix de ce nom éco. Mais de l'autre côté, je vois un président français, et le président Macron ici, pour ne pas le nommer, qui a très exactement une semaine parler à des chefs d'État, tout au moins ceux du G5 Sahel, comme à des enfants à qui il disait « Je veux voir clair par rapport à votre positionnement sur la présence militaire française dans le
Sahel. Et je vous convoque le 23 décembre à Pau pour une réunion pour que vous puissiez vous expliquer. Et je revois donc ce président qui vient toujours dans sa posture de donneur d'ordre venir effectivement entériner cette décision. Donc, on est pour moi dans une démarche de mi-figue, mi-raisin. Peut-être le nom a changé, mais quand je regarde le contexte mondial et le repositionnement de la France dans le précaré français, je suis assez dubitatif que fondamentalement ces choses vont véritablement amener un changement, surtout que quand vous avez un pays de poids comme le Nigeria qui dit « moi je n'adhère pas à cette entourloupe », parce que c'est comme ça que le président nigérian a vu la chose, parce que tant qu'on n'a pas la possibilité nous-mêmes en interne de pouvoir battre cette monnaie et d'avoir tous les leviers de contrôle de cette monnaie-là, il reste sans dire que ce qui est sorti par la porte reviendra forcément par la fenêtre. Et vous avez vu dans la foulée de cette présence française en Côte d'Ivoire par le président Macron, toute cette annonce liée en termes de grands projets structurants que la France va conduire dans ce pays. Je crois que quelque part, il faut lire ça comme une démarche, je cède ici, je récupère ici. Maintenant, comment des panafricanistes convaincus comme Kémy Séba voient la chose, vous savez qu'il a été opposé à... Encore l'économiste. Ou l'économiste, voilà, ils sont complètement opposés à cette démarche et visent véritablement une autonomie sur tous les plans par rapport à cette question importante qu'est celle de la monnaie. On aura certainement l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et puis en dépit de la grogne et des débats enflammés, les députés ont adopté cette semaine le projet de loi sur la décentralisation. Pas d'amendement significatif. L'article 246, source de tous les débats, est resté en l'état. Avez-vous été surpris justement, Alain Dippo, par l'adoption de ce texte en l'état? Je le disais, je veux dire que le Parlement ne tienne pas compte des critiques et des réserves émises aussi bien par certains parlementaires que par des Camerounais. On m'a dit quoi? Rien de nouveau sous le soleil. De mémoire de journaliste, je n'ai pas beaucoup souvenir de projets de loi ou bien de propositions de loi qui aient été adoptés au niveau du Parlement sans qu'il y ait des amendements, sans qu'il y ait des débats. Habituellement, on fait un semblant de débat, mais à la fin, le texte passe comme lettre à la poste. Surtout que dans cette chambre, le RDPC est obèse, a une majorité confortable qui lui permet d'avoir de l'avance sur les autres formations politiques qui ne peuvent pas peser de tout leur poids pour infléchir une position. Et donc, je ne suis pas surpris que ce fameux texte soit adopté tel qu'il est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle est l'analyse que j'en fais, si je peux embrayer rapidement? Moi, je suis simplement peiné de voir que dans ce pays, on est en train de vouloir officialiser. Et puis, c'est même, j'ai envie de dire que nous marchons un peu à reculons dans ce pays. J'ai ce sentiment-là. Je vais m'expliquer un peu. Il n'y a pas longtemps, on a voté une loi contre le tribalisme. On a désormais criminalisé le tribalisme parce que c'était un fléau unanimement combattu. Tout le monde était d'accord que ce n'est pas un bien de toujours mettre en avant s'attribuer son aiguille pour défendre les intérêts. Il faut que au Cameroun, les gens apprennent à penser collectif, à penser l'intérêt général et non les intérêts particuliers, les intérêts ethniques, les intérêts micro, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, quand on vient au niveau du Parlement, un texte sur l'autochtonie qui consacre un tant soit peu l'avènement d'une nouvelle forme de tribalisme qui ne dit pas son nom, je suis un peu mal à l'aise parce que ce régime a toujours clamé l'intégration nationale comme son socle granitique, a toujours proclamé l'unité nationale comme valeur fondamentale sur laquelle repose ce pays. Et donc, moi, ça m'embête beaucoup parce que c'est un pied de nez qu'on fait à toutes ces valeurs-là, l'intégration nationale. On ne peut pas parler en même temps qu'il faut que chaque Camerounais se sente à l'aise
se sentent camerounais, peu importe où ils se trouvent, et venir maintenant avec une loi scélérate qui dit que vous ne pouvez pas, vous, si vous êtes natif de Baganté, je dis n'importe quoi, vous ne pouvez pas être maire à Douala, si super maire. Super maire, pas maire. Il faut le dire, ou bien présidente de région, parce que c'est la même chose. Il faut l'autochtonie dont il est question dans ce projet de loi concerne le super maire qui remplace le délégué du gouvernement. Et là, c'est là où quand même j'applaudis pour dire qu'effectivement nous sommes heureux. Moi, je suis heureux de ce que qu'on ait mis un terme à la fonction du délégué du gouvernement, parce que c'était même une aberration. C'est vrai que la question, je l'ai posée la semaine dernière, mais je la repose quand même. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec le test, enfin, à fait que ce soit une loi aujourd'hui? Parce que les délégués du gouvernement étaient déjà des autochtones. Bon, franchement, vous savez, la différence, c'est que les délégués du gouvernement sont nommés. Et vous ne pouvez pas rentrer dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour savoir quelles sont ses motivations. On dit bien pouvoir discrétionnaire. Je crois que ça vaut son pesant d'or. Ça a son sens. Et donc, nous ne pouvons que supputer pour dire que, bon, peut-être les usages voudraient qu'à Douala, qu'on ait simplement des délégués qui sont de l'air Douala, culturel de Douala ou bien Sawa. Bon, pas Sawa, Douala précisément. Peut-être à Yaoundé, on veut seulement que ce soit un petit ou bien simplement Vokatana, Vokamogou, tout ce que vous voulez. Mais on ne va pas rentrer là. Mais je note simplement que c'était un poste qui est occupé par un agent de l'État nommé par le président de la République. Dans un système démocratique où les maires, eux, sont élus, ont la légitimité de la population, du peuple, pour moi, ça me semblait une aberration que de nommer un super maire pour venir coiffer les autres maires qui, eux, bénéficient de la légitimité. Donc, je salue vraiment cet aspect de la loi, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'autochtonie. Je salue donc cet aspect de la loi qui met un terme à la fonction du délégué du gouvernement et attribue davantage de moyens et de substances financières, aux ressources financières aux communes. Docteur Aristide Bituga, l'article 246 alinéa 1 finalement, comme un rétro-pédalage face à la loi contre le tribalisme, beaucoup justement estiment que cette disposition est dangereuse au moment où on assiste déjà à une montée de tensions communautaires. Quel est votre avis sur cette question? Non, moi je pense que la faiblesse de notre pays, c'est cette hypocrisie dans laquelle nous baignons tout le temps. Et il n'y a pas longtemps, j'ai théorisé là-dessus, où j'ai parlé du chauve-souristage. C'est-à-dire que vous avez un contexte où vous avez des personnes qui sont acteurs d'une pratique et qui sont les mêmes à se présenter comme victimes de cette pratique. Et voyez-vous, le problème est tellement grave que une loi aussi importante comme celle-là, avec le nombre de pages que moi j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, a retenu l'attention de tout le pays sur le concept allogène et autochtone. Et quand vous faites une analyse froide, vous vous rendez compte que le débat ne fait pas rage de la même manière dans les 10 régions du pays. Et moi, l'homme de science ici, là, je me pose la question, pourquoi sur 10 régions qui existent au Cameroun, que le débat sur l'autochtone et l'allogénie soit porté par une seule région? Et donc, on n'a pas besoin d'avoir le bac ou le doctorat pour se dire il y a un problème. Parce que si c'était cette région qui portait... Je ne connais pas cette région-là. Peut-être que dans la suite du débat, le nom finira par sortir. Mais vous voyez globalement que ce n'est pas à l'extrême nord que ça fait grand bruit. Ce n'est pas au nord, ce n'est pas à la Damawa, ce n'est pas à l'est, ce n'est pas au centre. Mais ça vient de quelque part. Mais il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on ne soit pas tout le temps en train de caricaturer certaines choses qui vont dans le sens, j'ai envie de dire, de reconnaître ce qui se fait. Et de ne pas toujours être en train de calquer des pays qui n'ont pas la même configuration que la nôtre. Parce que, voyez-vous, on a vu des images qui ont circulé où on présentait des Afghans qui sont maires à Londres, des Camerounais qui seraient maires à Paris, des ceci qui seraient maires aux États-Unis et autres là. Mais personne ne s'interroge sur quel est le modèle d'intégration que ces pays ont choisi. Parce que selon que vous êtes dans un modèle multiculturel, interculturel ou d'intégration, vous avez des configurations qui sont totalement différentes. Et je dis, dans tous les pays, il y a des préalables dans la représentativité communautaire.
Moi, j'ai tout récemment la mémoire d'un Camerounais qui accédait au grade de général, mais il était question qu'il perde sa nationalité camerounaise. Et il a dit, il ne perd pas la nationalité camerounaise, il n'a pas pu accéder à ce grade. Donc, vous comprenez que dans tous les pays au monde, sans exception, on identifie des contraintes qui permettent à ce que pour un type de fonction, on aménage des privilèges pour certains types de communautés et ça ne doit pas être pris comme si c'est le Cameroun qui innovait dans la matière. Et je crois que la loi 246 fait la différence entre les maires habituels que nous avons et le maire de ville. C'est-à-dire que moi je m'attendrais à ce qu'on dise que cette loi vient faire en sorte que ceux qui viennent d'ailleurs, moi je préfère bien le mot ceux qui viennent d'ailleurs, parce que c'est ça le problème avec la plupart de nos lois. Parce que la loi même qui criminalise le tribalisme, on n'a jamais défini ce que c'est que le tribalisme. Et la 246, on n'a pas défini l'autochtonie, encore moins l'allogénie. Et si vous rentrez dans le jargon des Nations Unies concernant les peuples autochtones, vous vous rendez compte qu'on est à côté de la plaque. Et ici, moi, je voudrais que ce soit les problèmes de fond par rapport à cette loi qui doivent être adressés. C'est-à-dire, je vois une masse de Camerounais qui a dit que Yaoundé cesse de décider même de la construction des salles de classe dans nos villages. Et pour une fois, Yaoundé a entendu. Yaoundé se dit, aujourd'hui, on va vers une plus grande autonomie des communautés qui vont pouvoir, de manière autonome, se gérer pour régler un certain nombre de problèmes. Tout à l'heure, on parlait de qui démodialise. Voyez-vous, s'il y avait cette décentralisation effective, la région, l'hôpital général serait lui-même en capacité de pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, je termine pour dire, on est autochtone toujours de quelque part. C'est-à-dire que vous allez à l'ouest, il y a des autochtones là-bas, vous allez au centre, il y a des autochtones là-bas. Donc, pour dire que cette loi-là fera que chacun dans sa région aura le privilège, en tant qu'autochtone, de pouvoir espérer un jour être maire de ville. Serge Gauthier, si on s'en tient à ce que dit le docteur Aristide Bituga, cette loi ne vient qu'entériner et légaliser ce qui est déjà fait sur le terrain, les pratiques et coutumes habituelles, avec par exemple des gens qui peuvent vivre pendant 10 ans à Douala, mais qui au moment d'être candidat à une élection retournent dans leur région natale. Mais est-ce que c'est parce que ça se fait ainsi que la loi doit entériner sans essayer de corriger finalement? Madame, moi je ne vous réponds pas des exemples pratiques. Moi je ne suis pas un grand juriste, un grand sociologue. Et de réponse pratique en vous disant que dans nos villes, chaque peuple vit, en fait, nos villes sont des juxtapositions des communautés. Vous êtes, je ne sais pas de quelle communauté ou à laquelle vous appartenez, je ne voudrais même pas le savoir pour ne pas vous stigmatiser, mais chacun pense toujours à investir dans son village, à rentrer dans son village. Il est habitant d'une ville, résident d'une ville, avec des liens prononcés pour son village natal. Du coup, il n'est pas intégré. L'intégration nationale ici donc devient factice. Première des choses. Deuxième des choses, je prends un autre cas parce que les gens ont tellement dit pourquoi on insiste sur les questions d'autochtonie, on est là dans la promotion du tribalisme. Je prends des cas aux États ou en Amérique parce que les gens ont pris ces exemples. Vous savez que les Indiens vivent aujourd'hui dans des camps, dans des campements parce qu'ils n'ont ni le pouvoir politique de leur espace qui est le leur, parce que ce sont les premiers habitants de là-bas. Les aborigènes également en Australie. Donc il faut qu'on fasse très attention parce que à un moment, l'effet de masse, le pouvoir économique et d'autres indicateurs ou données déterminants peuvent avoir un impact sur ceux qui ont le droit de préséance. Il y a également dans cette loi, et c'est ce qui est amusant que les gens ne voient pas, c'est la loi de la compensation. Ce qui me marginalise chez l'autre me favorise chez moi. Parce que j'ai la possibilité d'être maire chez moi et de développer le chez moi. Pourquoi je vais seulement regarder le fait que je ne puisse pas être candidat chez l'autre, alors que celui-là également est incapable d'être candidat chez moi? Donc il y a un équilibre qui est là, que personne ne veut voir par mauvaise foi. Et il faut qu'on apprenne à éduquer les Camerounais dessus, en leur montrant, parce que c'est le Cameroun que nous construisons, madame. Ce ne sont pas nos intérêts partisans qui sont nos bords politiques, mais c'est le même bord vers lequel on converge, et c'est lui qui est utile, qui est essentiel, et qui doit être du solide et du durable.
Les gens sont en train de vouloir construire le Cameroun sur le superficiel et l'éphémère, et c'est très dangereux. Vous parliez également tout à l'heure de la loi qui est passée comme une lettre à la poste. On a parlé de la majorité obèse du RDPC, mais nous sommes en période de pré-campagne. Je vous pose la question de savoir combien de cabinets parlementaires vous connaissez à nos députés. Parce que quand on propose quand même une loi, si vous avez des équipes soutenues qui ont la capacité d'analyser la pertinence ou alors la fragilité d'un aspect de cette loi, ils peuvent la remettre en cause. Mais lorsque les cabinets parlementaires n'existent pas, les gens n'ont pas des équipes constituées, il y a des parlementaires qui sont incapables de lire, même si ils le... Parce que même à l'intérieur d'un parti politique, on peut constituer, il y a souvent ce qu'on appelle les modernistes, c'est-à-dire qu'il y a des voix dissonantes qui se libèrent par rapport au courant dominant du parti. Ça existe partout, ce n'est pas une caractéristique camerounaise. Regardez la politique, comment elle fonctionne ailleurs. Moi, ce que j'apprécie dans cette loi, c'est évidemment ces 15%, mais qui ne sont pas suffisants. Parce qu'on est parti de 1% à 2% au plus. Pour 15%, ça va donner une marge de manœuvre aux maires. Mais il va falloir que ces maires-là aient de véritables visions stratégiques pour leur commune. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, et moi je suis candidat à un conseil municipal, donc je me permets de parler peut-être en tant que potentiel candidat en disant la plupart des communes et des mairies sont des institutions d'exécution et de consommation de budget et non pas de création de richesse. Si vous avez beau créer toutes les belles routes du monde, donner de l'eau, de l'électricité, de l'école, des emplois, de l'éducation aux gens, de la santé, si les gens ne peuvent pas manger à leur faim, vous n'avez pas créé de la richesse. Vous avez juste créé les conditions de leur épanouissement. Mais leur épanouissement quotidien est d'abord personnel, individuel. Et c'est donc là où on doit créer la richesse. Si vous avez 4 milliards et que les 4 milliards, vous le faites dans l'investissement, les infrastructures, moi je prends un cas, j'ai vécu à Ezeka, le maire a investi 655 millions pour la construction de l'hôtel de ville et je lui ai dit, est-ce que vous savez que quelqu'un peut faire 20 ans sans venir dans votre commune, dans cet hôtel de ville? Sur le plan donc du bilan, où il y a 50 000 habitants, je trouve que cet investissement, sur le plan de l'esthétique de la ville, il est utile, mais sur le plan du quotidien des populations, il est inutile. C'est de ça. C'est cette vision stratégique et il va donc falloir que les maires dépassent. Parce que tout le monde veut gérer un gros budget. C'est bon. Je vais gérer 4 milliards de francs. Je vais en gérer 10. C'est bon. Mais est-ce qu'on est sûr que ceux qui vont diriger les communes demain auront la capacité de permettre aux uns, à vos cousins, vos frères, vos sœurs, d'ici et d'ailleurs, d'avoir des emplois? Est-ce qu'ils auront même la compétence pour... Voilà. Bon, la compétence, ils peuvent recruter. Maintenant, est-ce qu'ils vont permettre aux gens d'avoir des emplois? Parce que tant que je peux me soigner, s'il y a un hôpital et que je ne peux pas manger, madame, quand je ne peux pas manger, je ne peux pas être content. Et c'est ça le problème au Cameroun aujourd'hui. Revenons sur l'article 246, même si vous êtes allé un peu plus loin. Quelle est votre position justement sur le débat autour de l'autochtonie qui a cours en ce moment au Cameroun? Bon, avant d'arriver à l'autochtonie, c'est important de dire qu'il y a des avancées. Première avancée, c'est le transfert des compétences, notamment à la dotation, n'est-ce pas, du budget qui est déjà à 15%. Et aujourd'hui, les maires peuvent recruter du personnel paramédical, des infirmiers, peuvent recruter des enseignants, notamment préscolaires et maternels. Et il y a donc une avancée. Il y a les comités de quartier qui peuvent participer à la gestion de la mairie. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, le maire, le super maire, comme on l'appelle, le maire de la ville, est élu par les conseillers municipaux. Donc, une chose, c'est déjà la légitimité. La légitimité, c'est-à-dire que le maire de la ville prend son fondement, son pouvoir dans l'élection, n'est-ce pas, dans le suffrage, ce qui lui donne de la latitude à pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer. Et ce qui donne également la latitude à un collège de conseillers de pouvoir choisir le meilleur, celui qui a la capacité et celui qui est connu. Bien, maintenant... Et qui doivent être de la région. Maintenant, lorsque vous parlez, on dit qu'il doit être attaché à la région d'origine. Lorsque vous parlez de ça, je suis tout à fait d'accord
parce que les deux camps ont raison. Ceux qui pensent que c'est une loi qui exclut ont raison. Ceux qui pensent que c'est une loi qui inclut ont raison. Je vais vous dire pourquoi. Dans les grandes villes du monde, il y a un brassage culturel, il y a un foisonnement des intelligences. Au-delà, n'est-ce pas, du fait que nous devons attendre, nous devons travailler pour l'intégration nationale, c'est-à-dire la fusion, n'est-ce pas, d'un territoire, des personnes dans un espace bien moulé, dans des chaînes culturelles qui doivent, n'est-ce pas, partager le culturalisme. Et il y a le fait que nous devons aussi nous attendre à l'intégration sous-régionale et même à l'intégration mondiale. Ça veut dire qu'après l'intégration nationale, il y a l'intégration sous-régionale. Des Gabonais viendront, nous serons des capitales, des carrefours du monde. Il y aura des Pakistanais. À une époque, chez nous au sud, il y avait des Grecs, les Kritikos, qui étaient effectivement dans la ville et qui étaient intégrés dans la ville. Donc, il ne faut pas voir extrêmement restreint, il faut voir large. Et pour cela, je pense que nous devons nous ouvrir au monde et aux autres. Parce que si il y avait l'autochtonie aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'Obama serait président. Je ne suis pas sûr que Arnold Schwarzenegger, qui est autrichien, serait gouverneur de l'État. C'est le modèle de la société américaine, comme je disais, c'est une société d'immigration. Non, je viens. Donc, toutes les capitales du monde où foisonnent ce qu'on appelle les CBD en sociologie, Center Business District, où il y a, n'est-ce pas, un foisonnement de transactions, de commerce, attire effectivement de la mouvance. Si Chang ou Kribi avaient cette mouvance économique, également, Chang et Kribi seraient discutés par les Camerounais. On serait allé là-bas pour pouvoir avoir un peu de vie, parce que les gens sont à la recherche de Eldorado. Mais le véritable problème que nous avons au Cameroun, qui est spécifique, c'est que nous sommes un peuple de communautés. Et ces peuples de communautés vivent notamment en coexistence, mais avec un certain nombre de particularités. Il y a beaucoup de conflits ethniques, et vous avez vu la foulée des mémorandas. Je vous prends un exemple, la crise anglophone. La crise anglophone part du fait que les anglophones trouvent qu'ils sont bousculés dans leur héritage culturel, linguistique, judiciaire. Et ils trouvent également que leur sous-sol, notamment avec les plateformes pétrolifères et tout ce que le président Paul Biya fait pour récupérer Bakassi, il y a un gisement pétrolier qui fait en sorte que ce gisement va devenir la vache à lait des autres communautés. Et par conséquent, ils commencent donc à revendiquer l'autochtonisme et à être extrémistes pour demander la partition, en espérant que ces richesses vont uniquement bénéficier aux leurs. Je vous prendrai les crises de Bangoureng, notamment dans le Noun, entre les ressortissants de l'Ouest et les ressortissants de Noun. Et il y a tous ces conflits qui font en sorte qu'aujourd'hui, je crois que l'État a pris la mesure de la... Est-ce que ça ne parle pas justement de la Constitution, avec l'utilisation dans la Constitution des thèmes comme autochtone, allogène? Est-ce que l'utilisation de ces thèmes-là dans notre Constitution est-elle neutre face à la montée justement du repli identitaire ambiant? Quand les autres parlaient, vous ne les avez pas coupés. Donc, ce qui fait que... je vous relance. André Luther Meka, j'ai le droit de vous relancer si je veux. Et vous avez le devoir de répondre. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que vous êtes invité. Oui, le problème c'est que nous qui sommes avec des muses qui nous inspirent, parfois nous nous coupons. Donc ce que je disais, qu'avec toutes ces crises, il a fallu qu'on essaye de créer un système qui permet, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle la discrimination positive. Revenons justement à la relance. Et cette discrimination positive permet, n'est-ce pas, à ceux qui ont le lien de sang de l'espace et non le lien du sol, de pouvoir s'auto-gérer dans le cadre de l'équilibre régional. Parce que le problème que nous avons, c'est de fédérer toutes les ethnies, toutes les communautés à la participation de la gestion locale. Maintenant, l'inclusion de... Je vous remercie parce que concernant le droit du sol au droit du sang, vous rejoignez là une position du BUS qui a été clairement exprimée pendant le grand dialogue, mais malheureusement n'a pas été prise en compte à un moment précis. Oui, revenons justement par l'utilisation de ces thèmes dans la Constitution. Bon, il n'y a pas le thème allogène. Allogène, autochtone en tout cas. Thème autochtone, oui. Cela participe, d'abord en tant qu'intellectuel, il y a un problème conceptuel parce qu'il y a un débat fondamental sur le concept autochtone, notamment la définition onusienne sur les peuples primitifs qui sont les premiers habitants, notamment les Bororo, les Bakaka, les Pygmées. Mais
cela n'empêche pas effectivement que nous ayons une conception tout à fait tropicalisée, n'est-ce pas, d'Autochtones, notamment le lien de sang au sol. Et dans cette conception tropicalisée des minorités, il est important aujourd'hui de pouvoir protéger les minorités. Quel est même le véritable problème? Le problème est assez simple, c'est qu'il y a des peuples qui sont extrêmement minoritaires et qui ne sont pas compétitifs sur le plan politique à cause d'un problème de nombre. Et il faudrait que dans la conception de la représentation des postes électifs, que ces peuples puissent se retrouver pour qu'on parle, n'est-ce pas, de l'équilibre régional et, je veux dire, du rassemblement de toutes les communautés dans la gestion de la cité. Et c'est ça qui fait problème. C'est pour ça que vous allez constater que pour pouvoir protéger notamment ces peuples qui sont extrêmement minoritaires et qui ne sont pas compétitifs dans les postes électifs parce qu'ils sont en... Aledi vous pose la question, minorité est égale autochtone? Minorité n'est pas égale à autochtone, mais certaines minorités peuvent être des autochtones. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que ces minorités doivent être protégées parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Et le véritable même problème, c'est que autant ils sont assez... ont l'infériorité numérique, autant ils ne sont pas compétitifs sur le plan politique, autant ils ne sont pas compétitifs dans d'autres secteurs, parce qu'il y a la loi du nombre aujourd'hui qui joue. Et je crois que l'État, en bon père de la nation, essaie de protéger ces peuples-là pour qu'ils soient représentatifs. Je dis bien représentatifs et représentés dans... Merci, allez-y Alain. Je voudrais chuter. Vous avez la parole. Je voudrais chuter en disant que il est important aujourd'hui que nous sachions que nous ne pouvons pas faire le Cameroun en discriminant les autres. C'est-à-dire qu'il y a les peuples minoritaires qui crient au secours parce qu'effectivement ils n'ont pas les moyens de nombre, les moyens de capacité et même de scolarisation pour pouvoir, n'est-ce pas, être compétitifs. Et à eux, nous devons faire des lois qui permettent en sorte qu'ils puissent être compétitifs. Non, je voudrais juste revenir sur deux thèmes qui me semblent à l'origine du débat. Parce qu'effectivement, le thème est qu'à donner une perception de ce qu'il entend par minorité. Je crois que c'est recevable. Mais le véritable problème, c'est qu'au niveau du code, on ne définit pas ces termes. Donc c'est chacun qui met un contenu définitionnel au terme minorité, au terme autochtone. Bon, maintenant, on est obligé d'aller jusqu'aux Nations Unies pour savoir qui est autochtone au Cameroun. Moi, je trouve que c'est même faire une insulte à notre intelligence. Si on ne peut pas définir, donner un contenu local au terme autochtone, il faut aller recourir à la définition des Nations Unies, franchement. Donc pour être plus sérieux, je voudrais dire qu'à un moment donné, on a le sentiment que on foule allègrement au pied la constitution de ce pays. À un moment donné, on a bien dit dans la Constitution de 96 qui est en vigueur, avec toutes les modifications qu'on a eues antérieurement, que l'État a l'obligation de protéger les minorités et de défendre un peu les peuples autochtones. Ça, c'était déjà dans la Constitution. Et sans toutefois indiquer concrètement de quel type de peuple, de quel peuple il s'agit. Qui est minoritaire au Cameroun? C'est une grande question. Qui est autochtone au Cameroun? Vous savez très bien que toutes les ethnies du Cameroun sont issues des mouvements migratoires. Par exemple, le Bamoun que je suis, on situe, moi je ne suis pas anthropologue, on situe nos origines du Soudan. Oui. Et par la force des conquêtes, on est passé par le plateau de la Damawa pour aller donc vassaliser ce qu'on a trouvé dans le Noun pour occuper et devenir l'espace de Bamoun aujourd'hui. Donc on dit que... Tcharéen vient du Bam. Oui, non. Vous avez sauté cette étape. Non, Tcharéen, ça c'est... Tu as coupé un pan. Tu as coupé un pan, ça fait... Oui, il est revenu, ça c'est un pan. Je dis que nos racines sont antérieures en Tcharéen, qui est effectivement le fondateur du peuple Bamoun. Mais lui, il vient de très loin. C'est ça. Avec la reine, le roi Bafia et la reine Ngosso qui s'est installée dans le Grassfield. Donc on dit que en réalité, l'histoire nous enseigne que les peuples, nos ancêtres
étaient des peuples dynamiques, étaient des peuples, c'était des pasteurs, c'était des éleveurs, ils allaient d'un coin à un autre à la recherche du pâturage. C'était des guerriers, ils allaient de conquête en conquête, donc ils n'avaient pas une base sociologique fixe. C'était des nomades. On parle de transhumance politique sur le champ politique, c'est lié à une pratique qui a existé dans ce pays. Donc vraiment quand on rentre dans l'histoire et puis aujourd'hui on met sur la table les peuples minorités, les peuples autochtones, ça donne du contenu, ça donne l'impression qu'on surfe sur les vagues. Et puis ça laisse libre cours à toute interprétation. Je ne suis pas très sûr que tout ce que nous disons ici rentre dans l'esprit de cette loi-là. Je ne suis pas très convaincu. Parce qu'eux-mêmes, cette loi pêche pas manque de clarté. Effectivement. Non, pas seulement le manque de clarté, mais l'approche conceptuelle. Effectivement, c'est ça le problème. Allez-y, docteur. Oui, vraiment pas de course. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand vous voyez la portée d'une loi comme celle-là et le temps qui est donné aux députés pour pouvoir se prononcer. C'est ça, moi, qui me fait mal. Quand il est vrai qu'on connaît la très grande intelligence de nos députés et que vous leur donniez des documents aussi importants comme cela pour pouvoir en 3 ou 4 jours se prononcer là-dessus. Convenez avec moi que ça ne peut être que des lettres à la poste, surtout que beaucoup, d'après certaines indications, avaient la tête déjà aux vacances. Certains avaient déjà fait des réservations et pendant qu'ils allaient en Simalène, on les rappelait pour dire qu'il y a une session extraordinaire. Donc, ils sont revenus à la va-vite pour pouvoir en quelques jours vider cette loi. Et moi, ça m'interpelle pour ces élections. Je rejoins là le plus cela qui arrive. Quel type de député nous voulons? Quel type de maire nous voulons? Nous voulons des députés qui seront capables de pouvoir, devant de telles lois, peser de tout leur poids. Parce que c'est des lois qui ne vont pas être révisées d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Et si une loi peut déjà être aussi contestée seulement dans sa phase de validation, qu'adviendra-t-il dans sa phase de mise en œuvre? Et je dis toujours, la faiblesse de nos États, c'est cette incapacité à pouvoir reposer des décisions aussi importantes comme celle-là sur ce qu'on appelle evidence-based. C'est-à-dire que vous avez des anthropologues qui sont des spécialistes de ce type de questions qui auraient pu être associés à la réflexion globale pour pouvoir, tout au moins pour le cadre définitionnel, pouvoir fixer déjà la base. De telle sorte que ça devient là comme des guidelines où quand on parle d'autochtonie, on sait très clairement à quoi renvoie la conception d'autochtone. Parce que nous avons une conception de l'autochtonie. C'est-à-dire, vous allez dans le Mungo. Moi, j'ai des amis qui à un moment pensaient que le Mungo appartenait à la région de l'Ouest. Parce que quand vous y allez, effectivement, les questions de minorité se posent. On cherche l'Embo avec la loupe dans le Mungo qui est supposé être leur département. Et les Bakaka. Mais sauf que ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque un allogène vient à décider, ayant fait 100 ans dans le Mungo, on le rattache à un village à l'ouest d'où il viendrait. Ça veut dire que nous avons dans notre subconscient un lien avec un endroit. Et pour moi, c'est ça que j'ai dans la semaine appelé Biali Biali. C'est-à-dire que chez les petits, la notion de d'autonomie renvoie au lien de sang. C'est-à-dire que vous êtes rattaché au lien de sang. Là où votre cordon ombilical est enterré. C'est là-bas où, même si vous mourrez n'importe où, on vous ramène toujours de ce côté-là. Et l'expression française, lorsqu'on lit par exemple le décès, dit la famille du village. On ne dit jamais la famille de la ville, ni la famille du quartier, mais on dit la famille du village est priée d'attendre le corps sur place. Et moi, anthropologue, c'est des choses qui me parlent et qui doivent être prises en compte lorsque des débats sociétaux sur des lois comme celle-là se posent. Parce que même si on ne va pas aux Nations Unies, c'est comme avec le concept d'anglophone. Pendant qu'on vous dit qu'anglophone, c'est celui qui parle anglais, nous, on a une réalité qui renvoie à anglophone au Cameroun. C'est pas seulement le parler, c'est l'héritage culturel lié à cette colonisation-là, à un système. Et ça doit être pris comme ça, là. C'est ce que je voulais ajouter au débat. Quelque chose. Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Je crois que cette loi, elle est bonne. Elle est appréciée par tous les Camerounais parce que les Camerounais ont sollicité de tous leurs voeux que le maire d'une ville soit élu. Et je crois que l'État, notamment avec le Parlement, a opposé une suite favorable
par rapport à cette demande-là. Quand l'élection du maire vient poser un problème d'autonomie. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas aller en conjecture. Nous sommes dans un système bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Donc ce qui est évident, chers panélistes, c'est que cette loi va monter au Sénat et les sages que vous connaissez très bien, qui savent éplucher, qui savent avoir cette sagesse, sera amendé de nouveau. Vont certainement apporter d'autres améliorations qui peuvent, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas aller en conjecture. Je crois que ce que nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est qu'il y a une démocratie, elle n'est même plus avancée, elle est galopante. Elle est galopante parce qu'aujourd'hui, cette démocratie galopante nous amène déjà à voir notamment qu'un maire est déjà élu par ses congénères. Ça veut dire qu'effectivement, si il n'est pas il n'accède pas, il ne fait pas le bilan qu'il a proposé. Ça veut dire qu'au prochain mandat, le collège qui va être élu va également le déposer. On sort de ce sujet avec vous, Serge Gauthier. Moi, je ne vais pas de long. Je voulais juste dire à M. Meta que les formules du genre, tous les Camerounais apprécient cette loi. Vous n'avez aucun indicateur scientifique. Vous n'avez procédé à aucun sondage. Vous n'avez consulté aucun cabinet. Et quand nous nous adressons aux Camerounais, soyons sérieux. Tout le monde est content, sauf quelque part. J'ai envie de vous dire que ça engage votre seuil de patriotisme et celui de vos parlementaires. Vous comprenez? Parce qu'on a besoin effectivement de parlementaires qui seront non seulement patriotes, dynamiques, mais conscients et consciencieux, conscients des enjeux de notre pays. Et quand vous vous permettez de dire cela alors qu'il y a des frustrations, des mécontents et des rejets qu'on n'a pas écouté, cela va continuer à exacerber. Non, c'est tout à fait infime. C'est tout à fait infime. Vous n'avez aucun instrument de mesure jusque-là. C'est pour ça que je vous invite à la prudence. Je vous invite à la prudence. Il y a les ballons. Merci messieurs, merci André Lutabeka. Football, la mascotte sélectionnée par le jury du concours organisé pour désigner la mascotte du CHAN 2020 suscite l'ire des Camerounais. On va commencer par vous, Alain Dipo. Comment est-ce que vous analysez la sortie du ministre des Sports qui fait savoir qu'à la suite de la proposition du jury, des avis enrichissants du public camerounais et des recommandations éclairées de la CAF, on aura bientôt la révélation du visage définitif de la mascotte officielle? Bon, moi j'ai lu... rétropédalage, c'est... J'ai lu comme tous les autres internautes et ceux qui suivent cette actualité qu'on avait déjà retenu une mascotte et un hymne pour le CHAN 2020 qui commence en avril prochain. Bon, maintenant, la sortie du ministre, peut-être ça veut dire tout simplement qu'il a tenu compte des grincements de dents que ce choix a provoqué. Vous savez très bien que le Tara a été vraiment... Ce serait une grande première. Grande première, bon, je n'en sais rien. On ne sait pas tout le temps que le Cameroun organise les CAN pour qu'on parle de grande première. Donc, ça ne nous arrive pas régulièrement. On peut pas. Je veux dire que l'avis du public soit pris en compte. Bon, ok. Donc, sous cet aspect-là, je vous le conseille. Mais je voulais simplement indiquer que, en fait, ça a soulevé beaucoup de vagues, beaucoup de polémiques. La momie à la place de Lily, la joviante Lily de la CAN féminine. Bon, Lily, elle ressemblait véritablement à une lionne. Bon, Tara avait les bâtons de manioc au pied, un lion s'enclinait, vraiment. Bref, les gens ont trouvé des formules pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce choix et ça fait forcément pas mal de gorge chaude, j'y arrive. Et donc, si le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tenu compte des ratas du public, je crois que c'est à saluer. Maintenant, il semble que Tara avait eu à damer le pion à un célèbre Léo. Je pense qu'on aurait, au lieu de remettre encore le tapis, de remettre encore ça sur le tapis, on aurait tout simplement réajusté en faisant passer Tara au banc de touche et puis intégrer Léo, qui lui, il a le reflet du lion véritablement, qui est le symbole, le nom de notre équipe nationale. André Lutabeka, Tara était-il représentatif de l'image et de toute la sociologie culturelle du Cameroun? Non, Tara était une leader suffocante. Et cette leader m'a... Le ministre en question est votre camarade de parti, monsieur. Non, c'est pas lui. Je crois qu'il y a des experts
experts qui peuvent proposer. Il était d'une laideur suffocante. J'ai même rigolé dans les réseaux sociaux en disant que le gris-gris n'est jamais beau. Donc le gris-gris est laid. Donc je me suis dit que c'est un gris-gris. Parce que en tant que sociologue, j'ai essayé un peu de le regarder. Les yeux étaient tellement exorbitants. On lui dit une momie. Les yeux étaient tellement exorbitants. Et j'ai vu la crinière comme si c'était des doigts de banane. Des doigts de banane. Et je suis allé au pied, j'ai vu des rondelles comme si c'était des rondelles d'écorce d'arbre. Donc, mais je me suis dit, si ce n'est pas un djundju certainement qui représente un totem, qu'est-ce que cela peut être? Et j'ai certainement amusé beaucoup d'internautes en disant non, c'est un gris-gris, c'est un djundju. Mais à la vérité, je crois qu'il faudrait que les esthètes, ceux qui font dans l'esthétique, les esthéticiens, ceux qui font dans la beauté, qui puissent concevoir quelque chose de digeste, quelque chose qui représente. Il n'y a pas que le lion qui représente le Cameroun. On peut représenter le Cameroun à travers d'autres significations qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'attirer. Mais ce qui est important de dire, c'est que la mascotte doit être avenante, doit être aimable, doit captiver, doit faire en sorte qu'on fédère une certaine sympathie autour, n'est-ce pas, de la mascotte. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une très mauvaise blague et je crois qu'aujourd'hui cela est rectifié et il est important qu'on puisse avoir quelque chose qui a l'image, n'est-ce pas, du beau. Parce que je suis étonné de voir que ça se passe comme ça. Parce que je peux vous dire que les Camerounais aiment le beau. Et quand je vois même le ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation, voilà, ça change tout le temps chez vous. Ça fait un peu trop vieux jeu. Tu sais, nous sommes déjà vieux, on vieillit comme ça sur les plateaux. Donc, c'est un monsieur qui aime le beau. C'est un artiste. Le professeur Narcisse Moelle Kombi. Donc, je suis convaincu. C'est pour ça que je dis que c'est un artiste. Donc, je suis convaincu qu'il va nous sortir quelque chose de beau qui va permettre à ce que nous puissions. Parce que ces icônes que vous voyez traversent notre temps. Ça meuble notre vie. Aujourd'hui, en 90, j'ai encore la mascotte en Italie. Ça marque notre vie. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de beau qui puisse représenter le Cameroun et qu'on nous évite ce genre de blagues. L'autre question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que deviennent finalement les frais qui ont été alloués au concepteur de Tara? Bon, peut-être avant de répondre à votre question, je vais prendre le contre-pied de M. Meka pour dire effectivement que on revient encore à la question de tout à l'heure, le cadre définitionnel. Et croyez-moi, quand vous définissez mascotte, ça ne renvoie pas forcément à quelque chose de beau. Je crois que l'expression est de Frédéric Mistral, écrivain français, qui est le premier à avoir ramené du parmesan cette expression. À la réalité, la mascotte, mascotto, renvoie à un fétiche. Et vous convenez avec moi que le fétiche, généralement dans la plupart de nos cultures, c'est quelque chose qui effraie. C'est un épouvantail parce qu'il vise à faire fuir les oiseaux. Voilà. Donc, comme la mascotte, c'est un gris-gris. Et rarement, le gris-gris a été quelque chose de beau. Sauf que maintenant, avec l'évolution du concept, la prise en compte du concept par le sport, les grands films, le commerce et tout ça là, on est allé vers quelque chose d'avenant. Et c'est un peu ça aujourd'hui qui fait en sorte que Tara qui nous est présenté pose un problème. Parce qu'à la réalité, Tara même c'est quoi? Tara, je crois que c'est une expression bétiphone qui renvoie à quelqu'un de mature. Quand on dit quelqu'un Tara, c'est-à-dire c'est un papa, c'est quelqu'un vraiment d'une certaine expérience, c'est un patriarche. Et là encore, vous convenez avec moi qu'en Afrique, rarement un patriarche est beau. Donc je crois que peut-être c'est tous ces éléments fétiches, patriarches et autres là qui peuvent expliquer qu'en première mouture, on nous a livré ce zombie-là, qui maintenant, avec la critique qui a été faite, les débats, les propositions que les Camerounais ont fait sur les réseaux sociaux, ont pu amener le ministre à dire sur la prise en compte des avis éclairés. Or, ces avis éclairés, on aurait pu les prendre en amont pour éviter qu'on ait de tels scénarios. Moi, je pose toujours la question, est-ce qu'il y a eu un appel à communication par rapport à cette affaire où on aurait pu définir un certain nombre de critères, un sur le nom, parce que le nom veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi le choix de Tara et peut-être pas le nom d'une autre langue véhiculaire du pays? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi forcément reprendre le lion? Et vous avez dit tantôt que la mascotte renvoie
à ce capital sociologique culturel. C'est-à-dire que c'est la grande majorité des peuples qui doivent se reconnaître dans la mascotte. Et là, ça pose également la question de l'intégration nationale. Qu'est-ce qui aujourd'hui est répertorié comme des choses qui fédèrent au Cameroun et qui peuvent, à l'occasion des événements importants comme l'organisation des événements sportifs, on peut décider que le Chan représente les Grassfields. Et donc là-bas, s'il y a une figure forte en termes d'animal ou en termes d'objet, on peut dire que pour cet événement, ce sera les Grassfields. Et la prochaine fois, le Grand Septentrion, la prochaine fois, peut-être le Grand Sud. C'est une vision ainsi faite qui permet qu'il y ait une appropriation générale des choses aussi importantes, parce que le Chan n'est pas le Chan de 2 ou 3 personnes, c'est le Chan de nous tous, parce qu'à l'occasion de cet événement-là, c'est tout le Cameroun qui va vibrer à l'unisson. Donc pour moi, c'est une interpellation à nos dirigeants à véritablement traduire par les actes la politique qu'ils disent défendre. C'est-à-dire que quand on est dans une approche d'intégration nationale, on doit ressentir cette intégration dans des choses aussi pratiques comme celle du choix d'une mascotte pour un événement comme le Chan. Alors moi je vous dirais simplement que quand j'ai vu toute la communication et toutes les critiques autour de Tara, je me suis rapidement rappelé le Forum de Paris et la faute de l'équipe de communication du président de la République sur le nation branding, c'est-à-dire l'image de marque. Parce que Tara est d'abord un produit. Oui. Une mascotte, c'est un produit que l'on qui vend, dans lequel les fans se reconnaissent par rapport à une équipe. Pourquoi il y a une mascotte? Parce que de plus en plus, il est difficile d'accéder aux joueurs physiquement. Et il faut que les fanatiques, les fans, parce que c'est une expérience de fan, se retrouvent à travers quelque chose de symbolique qui va également permettre aux adversaires de se reconnaître, de reconnaître l'équipe face à laquelle ils sont. C'est aussi une marchandise qui se vend. Et une marchandise, pour qu'elle se vende, doit être belle. Du coup, alors que Tara était un mot sympathique, moi je ne savais pas qu'il représentait seulement vieillard. Moi, quand on me disait Tara, comment tu vas? C'était sympathique, ça passe partout au Cameroun. Au-delà du mot, c'est devenu une insulte et personne ne voulait plus s'y reconnaître parce que c'était un djounjou, devenu un djounjou. Du coup, vous regardez certainement le côté est-ce qu'ils se sont rattrapés? Moi, je vais vous dire, vous avez déjà entendu parler de la diversion en politique. Il s'agit donc de la diversion. Parce que nous préparons une compétition importante et qu'il y a des enjeux de route, des enjeux d'infrastructure. Vous ne perdez pas le nord, hein? Ben oui, je suis politicien. Je communique pour un parti politique. Il y a des enjeux d'infrastructure sportive, d'infrastructure routière, d'infrastructure hôtelière, sanitaire, mais surtout de sécurité. Alors, lorsqu'on vous sert quelque chose comme ça, on concentre. Il y a 2 actualités qui sont là. Il y a ces infrastructures, mais il y a également un contentieux électoral. On vous détourne pour le grand nombre d'un certain nombre de choses, on vous détourne du code de la décentralisation et on vous sert quelque chose en testant la capacité de l'opinion à réagir. Ça, c'est une théorie de Noam Abraham Chomsky sur la diversion en politique. Et c'est cela. Il faut toujours être... Moi, en tant que politicien, je ne m'amuse pas dessus. Voilà. Donc, il s'est agi de cela. Et on a donc fait un test. Vous n'allez pas me dire que le ministre, on parle même d'un fonctionnaire qui aurait gagné le marché. Pour quelqu'un qui a l'habitude de la beauté, vous l'avez dit, c'est un poète, c'est ceci, comment il peut se surprendre alors qu'il a le pouvoir de décision? Je veux dire, c'est le comité, c'est un jury qui a décidé. C'est un jury, on sait que même lorsqu'il y a un jury, ça passe par la validation définitive du ministre. Et là, il y a des avant la présentation officielle. Alors, donc, quand le ministre a laissé passer, c'est certainement parce que le collaborateur a gagné le marché. Il s'est dit, il fallait le contenter. Mais il a oublié qu'il y a l'image de marque du Cameroun. Et nous sommes aujourd'hui la risée à l'international pendant un bout de temps en attendant que la vraie mascotte ne soit présentée. Il faut qu'on tire toutes les conséquences et qu'on apprenne à sanctionner. C'est pour ça que les élections sont là, monsieur. Nous allons sanctionner monsieur Meka et ses camarades parce qu'ils sont inconséquents quand il s'agit de l'épanouissement des Camerounais. Je voulais dire quelque chose d'assez intéressant parce que je n'ai pas eu l'occasion de me prononcer par rapport au Forum de la paix. Et le Forum de la paix a été la circonstance la plus communicationnelle du chef de l'État que de déclarer au Forum de la paix qu'il va implémenter le statut spécial
du nord-ouest et du sud-ouest. Je suis d'accord, mais ça aussi également était une opération de communication qui a montré que notre chef de l'État est incapable d'être bilingue. Notre chef de l'État confond une discussion à une tribune de discours. Suivez ce que je vais vous dire. Vous allez me permettre, je suis spécialiste de la communication. Nous tous, moi également. Il y a ce qu'on appelle l'opportunité en communication, c'est-à-dire il faut avoir un endroit où il y a une cible qui est bien mis sur pied pour pouvoir communiquer. Et il y a la forme de la communication. Oui. Le chef de l'État a décidé, en termes de forme de communication, de faire une déclaration au lieu, n'est-ce pas, de l'interview. Il a aussi décidé de ne pas comprendre l'anglais alors qu'il est président d'un pays bilingue. La déclaration, c'est ça que vous avez appelé discours, c'est la déclaration. Maintenant, la langue choisie. Est-ce que la déclaration était pertinente par rapport au format? Tout à fait. Et c'est là l'enjeu. Monsieur Meka, lorsque vous préparez un problème, monsieur. C'est moi le spécialiste. Non, vous n'êtes pas le seul. Je vais vous dire. Vous n'êtes pas le seul. Je peux décider. Suivez. Je suis journaliste. Non, le journaliste ne fait pas de communication. Je suis journaliste politique. Serge Gauthier, je suis en train de vous expliquer. Permettez qu'il puisse s'exprimer. Je suis en train de vous expliquer que c'est vrai que c'est pas le sujet, on peut m'inviter sur ce plateau. Sur le Au lieu de répondre aux questions, vous sortez votre déclaration. Allez, dit pour permettez qu'il puisse. On peut m'inviter sur ce plateau. Je viens avec une technique de communication de déclaration au lieu, n'est-ce pas, de l'interview. C'est une méthode de communication. Non, personne n'a reconnu. Ce que je vais vous expliquer, Pour la pertinence, c'est-à-dire qu'il est à 2 doigts du palais des congrès. À la fin du GDN, le président pouvait venir faire cette déclaration au GDN que d'aller la faire. Vous pouvez me laisser vous expliquer. Je suis en train de vous dire que pour que le message soit entendu de façon directive, vous pouvez décider de faire une déclaration pour donner la substance de toute votre communication. C'est ce qui a été décidé. Et l'opportunité encore de la communication. C'était une table ronde. Je dis qu'en stratégie de communication, vous pouvez expliquer aujourd'hui. Nous tous on a vu ce qui se passe. Les canons. Non, mais même quelque chose pour la majorité des Camerounais a vu que votre président a mal fait. La majorité des Camerounais a vu qu'il a mal fait. Je suis en train de vous dire qu'en stratégie de communication, vous pouvez bafouer les canaux de l'émission pour imposer un système qui vous permet de mieux vous faire comprendre. À supposer que vous ayez. Si vous êtes communicateur, vous pouvez le savoir. Une stratégie. Quel en est le résultat? Le résultat était très bon parce que le président s'est étendu largement sur un certain nombre d'articulations qu'il voulait faire comprendre. Il n'était pas président de la République sur le panel, mais plutôt un panéliste. Vous savez pourquoi? C'était ça l'efficacité du résultat. Vous savez pourquoi Moïse Ibrahim a paniqué? Parce qu'il savait que le président est venu avec une balise d'informations. Il voulait restreindre l'information. Un peu comme vous voulez nous dire que Mme Lélaké, à l'âme sur le plateau, elle va paniquer par rapport à vos arguments. Vous pouvez faire comme vous voulez. Dès lors que vous êtes en antipathie avec l'invité. Merci, messieurs. Merci. C'était pas le sujet d'ailleurs. Recrutement des docteurs et PhD. Les enseignants ont poursuivi leur mouvement de grève. Après la conférence de presse organisée le 17 décembre par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famudongo. On va commencer par les universitaires. Quel est le regard, docteur Aristide Bituga, que vous portez sur ces revendications? Non, je pense que au-delà de ce mouvement de colère des titulaires des PhD recalés, il faut poser la question de fond à quoi sert le doctorat au Cameroun. Et c'est quand on a répondu à cette question qu'on peut aller vraiment avec beaucoup d'assurance vers les vrais problèmes. Voyez-vous, nous avons un pays où, lorsqu'on est titulaire d'un PhD, il n'y a que l'enseignement qui vous tend les bras. Or, tout titulaire de PhD n'est pas forcément voué une carrière d'enseignant. Je parle sous le contrôle de mon voisin de droite. Le PhD peut vous ouvrir une carrière d'enseignant, peut vous ouvrir une carrière de chercheur. Et même d'expert. Mais nous avons un modèle universitaire qui doit être révisé et qui aujourd'hui explique la situation que nous avons face à nous. Parce que la mesure présidentielle
elle était hautement pertinente avec le recrutement de 2000 titulaires de PhD, parce qu'il faut le reconnaître, le ratio nombre d'enseignants, nombre d'étudiants au niveau de l'université ne correspondait pas aux standards internationaux. Et donc il avait été décidé qu'en 2019, on recruterait 1000, 2020 500 et 2021 500. Sauf que pour le cas d'espèce, on est allé jusqu'à 1246, c'est-à-dire au-delà des 1000 initialement prévus. Et ça, c'est un acte à saluer. Mais maintenant, vous avez quelque chose qui est la conséquence et non le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des docteurs à 25 ans, à 27 ans, à 28 ans. Mais vous convenez avec moi qu'il n'y a aucun concours à l'heure actuelle où on vous dit diplôme requis, PhD. Il n'y a pas de concours requis. Alors le jeune homme qui a 27 ans, qui a 30 ans, titulaire d'un PhD, qu'est-ce qui s'offre à lui s'il n'est pas recruté comme enseignant? C'est quelqu'un qui va rester à la botte, à la solde des parents. Or, il y a dans les années 80 dans ce pays une initiative formidable qui portait le nom de ISH, Institut des sciences humaines, où les titulaires de PhD qui n'embrassaient pas le couloir de l'enseignement étaient recrutés là-bas comme chercheurs. Et je vous assure, en termes de traitement salarial, de conditions de travail, ils n'avaient rien à envier à ceux qui avaient pris la carrière d'enseignant. Et à l'intérieur de l'Institut des sciences humaines, il y avait une possibilité de pouvoir également changer de grade. Vous quittiez d'assistant de recherche à chercheur, maître de recherche, directeur de recherche. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais avec la fermeture de cet institut dans les années 92, vous avez vu, on a reversé tout ce monde vers l'université. Mais l'université ne peut pas absorber tous les titulaires de PhD parce qu'il faut pouvoir payer ses enseignants. Et donc, il est aujourd'hui important qu'on puisse se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on forme les docteurs et à quoi est-ce qu'on s'attend à pouvoir utiliser ces docteurs? Et donc, il devient pertinent dans notre contexte de pouvoir aller vers la promotion de la recherche et développement. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas être absorbés par les universités, que le privé puisse tendre la main à tous ces experts de haut niveau pour pouvoir être recrutés, parce qu'au finish, au-delà de devenir enseignant demain après-demain, c'est d'abord des conditions, c'est d'abord des problèmes d'abord comment je vais dire ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir une situation stable, c'est-à-dire d'être capable de payer un loyer, pouvoir se marier, pouvoir se vêtir, espérer avoir une maison. C'est d'abord ça le problème de fond. Et donc le problème de fond ne peut pas se résoudre uniquement par l'université. Et nous, au niveau du parti que je représente ici, le PCRN, nous avons, lors de la présidentielle, parlé d'une éducation de mission. C'est-à-dire, on doit, de manière très précise, savoir, dès la première année, ce bonhomme-ci qui s'engage pour aller vers un PhD, qu'est-ce qu'il attend au bout de son cycle? Et là, ça permet, lorsqu'un jeune s'engage dans un cycle de PhD, il sait très clairement son horizon et ça évite les frustrations, parce que ces frustrations naissent de quoi? C'est quelqu'un qui a pris 7 ans, 8 ans, 9 ans de sa vie pour des études poussées et qui, au bout du processus, parfois frappé par la limite d'âge, il ne peut plus faire des concours, niveau licence, niveau maîtrise, se retrouve face à un mur. Et quand vous êtes face à un mur, généralement, André Mutemeka, avant Alain Djipo, à part l'enseignement, quelles sont les autres perspectives que l'Université du Cameroun offre justement aux docteurs en PhD? Non, disons que d'abord, pour revenir à la question simplement, c'est-à-dire que le chef de l'État recrute 2000 en 3 ans. Ça veut dire que les recrutements sont consécutifs pendant 3 ans. Donc, ceux qui ne sont pas recrutés cette année seront recrutés en 2020, seront recrutés en 2020. Ceux qui sont aussi frappés par la limite de l'âge, ceux qui sont frappés par la limite de l'âge. J'en venais. La clause du chef de l'État dit 45 ans ou plus. J'en venais parce que si moi je n'avais pas fait le concours l'école normale, je serais avec eux. Parce que moi aussi j'enseigne depuis 9 ans à l'université. Mais j'ai été assez astucieux. J'ai fait le concours l'école normale. Donc je suis fonctionnaire. Ce qui est important de savoir, c'est quoi? C'est qu'il y a une double charge, un chagrin, du fait que non seulement ils ont atteint la limite d'âge, mais ils ont passé le temps à servir l'université. Et c'est pour ça que, comme
poussent toujours. Oui, mais je dis la plupart, ceux qui sont en grève. C'est pour ça que, étant candidat des jeunes, parce que moi j'ai pris un engagement de défendre les jeunes, moi je demande au chef de l'État la clémence, que ceux qui sont à la limite d'âge, oui, qu'on essaie de faire quelque chose pour eux, parce qu'ils ont servi. Je sais ce que c'est. Je suis à l'université, corriger 1000 copies, on nous donne les amphis, on doit encadrer sur le soleil et sur la pluie. Je sais ce que c'est. Il faudrait qu'il y ait une clémence pour que ceux qui ont atteint la limite d'âge, qu'on puisse les recruter. Maintenant, par rapport à votre question qui était laquelle? Qu'est-ce qu'il s'offre un PhD à part l'enseignement? Bon, qu'est-ce qu'il faut un PhD? Qu'est-ce qu'il s'offre à part l'enseignement? Bon, qu'est-ce qui sauve à part l'enseignement? Bon, vous savez, il y a des opportunités. Vous pouvez être un consultant, notamment à l'université. Vous pouvez pouvoir aussi être dans la recherche, parce qu'il y a le ministère de la recherche scientifique qui recrute aussi les Combien? Oui, mais il faudrait déjà... C'était presque 36. Oui, mais il faudrait ouvrir les ventes de ce côté-là. Il faudrait ouvrir les ventes de ce côté-là. Il y a même la recherche privée, il faut le dire. Oui, il y a la recherche privée, il y a les instituts, les IPES, les ONG et autres. ONG. Donc, il y a plusieurs types d'opportunités. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi je suis doctorant, j'ai presté avec les artistes, monsieur Ndipou le sait, j'ai presté à la FECAFOOT. Il y a tellement d'opportunités. Mais le véritable problème, c'est que lorsque quelqu'un s'est sacrifié à l'université et qu'il a enseigné tous les jours à l'université, il a tout donné, il est important qu'il pourrait, n'est-ce pas, se focaliser à ce niveau-là pour être recruté. Donc, je demande vraiment au chef de l'État de faire quelque chose pour ceux qui ont atteint la limite d'âge, pour qu'on puisse faire une dispensation et qu'ils soient recrutés. Sauf qu'à côté, ils ont également dénoncé des tripatouillages, des cas de corruption. Ces grèves sont légitimes selon vous? Oui, tout à fait. Il faut comprendre leur frustration. Après avoir bourlingué 8 ans, 9 ans et puis raté un matricule à la fonction publique, ça ne me fait pas sourire. Donc je crois que les 327 ou 330 recalés devraient être intégrés. À la suite de l'UTMK. Non, ceux qui ont atteint uniquement la limite d'âge. Non, moi je dis autre chose alors. Je dis autre chose. Je dis que tous ceux qui ont été recalés, peu importe la limite d'âge, peu importe les critères, vraiment. C'est allé dans 3 ans, donc. Non, sincèrement, on va les payer. Si on a commencé par déborder le 1000, on a prévu 1200 finalement. En 2019, on est allé à 1250. Qui peut le moins, peut le plus. Alors, non, on ne va pas faire ce débat-là ici. Donc, moi, je voudrais seulement indiquer que cette affaire... Peut-être avant que vous ne continuiez, à cette conférence du presse, juste une minute. Moi, j'ai plus vu un père ce jour-là que le ministre d'État qu'on a souvent vu. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fait un calcul qui est assez simple, on va le dire assez simple, mais qui est assez pragmatique. C'est-à-dire, quand vous prenez les 336 recalés, il est impossible qu'on ait 200 PhD dans ces 2 semaines. Parce que le ministre a dit que la deuxième vague de 2020 est lancée dès janvier. Alors, ça veut dire qu'il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'il expliquait que vraiment par magie, on aura 700 à 800 titulaires de PhD le 1er janvier pour que les recalés et ceux qui auront soutenu dans l'intervalle de ces 2 semaines-ci qu'on n'ait pas une issue positive par rapport au problème, par rapport à ce problème. Donc c'est la précision que je voulais faire. Et le ministre expliquait que cette première expérience a pris du temps, le temps que la mécanique liée à la coordination de tout processus se mette en place, mais la mécanique est déjà assez huilée, les intervenants se connaissent déjà et ça peut faciliter. Je voulais juste apporter cette précision. Merci, mais ça n'entère pas ce que je voudrais dire. Oui. Je voudrais seulement indiquer que, en fait, je fais une analyse à double détente pour d'abord dire que c'est même la faillite d'un système. Parce que je ne comprends pas pourquoi, à un moment donné, quand vous parlez c'est la faillite d'un système. Le chef de l'État ordonne 200... Permettez que vous allez vous défendre tout à l'heure. Permettez que, effectivement... Il faut parfois apprécier. André Luther-Meka. C'est la faillite d'un système, vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire. C'est la faillite d'un système. Normalement,
les recrutements ne devraient pas faire l'objet d'un ramdam comme on est en train de faire là maintenant. Ça devrait être tout à fait automatique. On ne doit pas bloquer à un moment donné, dire que bon, maintenant ça c'est la période de recrutement. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui vont à la retraite. Donc leur remplacement devrait être automatique. Donc chaque jour on devrait recruter. Je ne sais pas pourquoi il y a ces blocages. À un moment donné, à un moment donné, non, l'autre jour à la Quintini, j'en ai vu. Il y a eu 26 personnes qui sont allées à la retraite. Chaque jour, il y a des Camerounais qui vont à la retraite. Renseignez-vous. Non, dans le corps. Moi, je voulais simplement vous dire que, franchement, si les choses étaient bien organisées, bien structurées, on n'en serait pas là pour ce qui est des recrutements. Maintenant, de deux, on nous a souvent rabâché les oreilles dans ce pays avec la professionnalisation des enseignements. Et moi, ça me gêne beaucoup qu'un titulaire de doctorat ou bien de PhD en soit à aller commander un matricule à la fonction publique. Franchement, je suis un peu outré de savoir qu'après autant d'années, il n'y a pas de débouchés. Pourtant, chaque jour dans le discours officiel, on professionnalise. On professionnalise donc quoi? Alors qu'on fabrique des chômeurs. On est en train de passer sous silence la problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Est-ce que tous ceux qui sont formés là, ces gens-là cadrent avec les besoins du marché de l'emploi camerounais? Voilà les questions essentielles qu'il faut se poser. Et quand je parle de faillite d'un système, M. Meka dit que le chef de l'État est magnanime. D'accord, pour avoir lancé le recrutement, mais le système est mauvais, il faut l'accepter. Il est mauvais avec quoi là? Oui, madame, nous sommes en période de campagne, c'est pour ça qu'on a recruté. Ça, c'est la première réponse, elle est évidente. Non, mais c'était avant la campagne. À chaque fois qu'il y a une élection en vue, il y a des recrutements. Et les 25 000 recrutements, c'était pas pendant la campagne. Quand vous aurez fini. André Luther Lui aussi, il est en campagne. André Alain dit proposer justement des problèmes pertinents, la professionnalisation des enseignements au Cameroun, mais également l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est d'abord le problème même de la gouvernance universitaire à l'épreuve des fraudes et des irrégularités. C'est simple. On nous parle de la gouvernance universitaire. Savoir gouverner, c'est être transparent, c'est savoir organiser, c'est savoir anticiper, c'est savoir prévoir. Éviter un ensemble de difficultés, de complications. Et bien la gouvernance universitaire au Cameroun, à travers cette situation, nous a montré ses failles. Clairement. Pour être un peu aussi ironique, il y a également le paradoxe du pays organisateur. Quelle est la personne? Je ne sais pas une stigmatisation sur la personne, mais sur le pays organisateur. Quand on lit le nom de la personne, on entend une voix qui a envie de se suicider. Et on se pose la question de savoir, ça nous montre jusqu'à quel niveau le pays organisateur lui-même peut tomber dans ses propres erreurs. Paradoxe du pays organisateur. Il y a l'autre élément très important, on a parlé de la réforme de notre système universitaire et de la question... Je ne comprends rien. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, ça vous savez. Donc, l'université, on parlait des missions de l'université. Il y a 1200 et poussières de personnes qui sont recrutées. En quoi nous seront-elles utiles? La question étant dans quelle filière ces personnes sont-elles recrutées? Parce qu'il y a un accent qu'on met beaucoup sur la recherche fondamentale que sur la recherche appliquée. Madame, moi j'ai envie que le Cameroun devienne le Rwanda dans quelques années. Et ce n'est pas avec les profs d'histoire, de sciences politiques et de droit qu'on va le devenir. Ah, mais ils sont importants. Ils ont également je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. On ne peut pas évoluer sans histoire. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Mais je dis juste que depuis qu'ils existent, ils sont nombreux, Dieu seul le sait, on n'a pas bougé d'un grand pas. Et je voudrais également dire qu'en plus que vous parlez de ces profs d'histoire, est-ce que vous savez que vous connaissez que sur tous les plateaux et dans tous les couloirs, on va vous dire qu'on n'enseigne pas la vraie histoire. Mais nous avons des professeurs titulaires d'histoire, n'est-ce pas? Des universitaires de renom d'histoire, mais qui sont incapables d'écrire l'histoire du Cameroun. Du coup, vous comprenez qu'il faut orienter le recrutement ailleurs. Le problème est ailleurs. Il est dans la recherche, les besoins immédiats des populations. Moi, je veux des universitaires qui vont être formés dans l'électronique. Quand on a les écrans plasma là maintenant, si votre écran est endommagé, la partie plasma là est gâtée. Vous achetez un autre. Les petits étudiants de l'INSET, ils ne repartent pas.
puisqu'ils ne sont pas sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas là. Et vous n'avez personne qui vous fabrique des trucs d'électroménager ici. Vous n'avez pas des ingénieurs en construction mécanique suffisamment. Vous n'en avez pas dans l'industrie papetière, dans l'artisanat. C'est comme ça, c'est d'eux qu'on a besoin, de ces chercheurs. C'est eux qui font le nouveau Rwanda du Cameroun. C'est de ça qu'on a besoin. On recrute 1200 personnes qui vont être des chercheurs qui ne trouvent jamais, qui continuent à chercher. Et je suis désolé, on reste toujours là dans la problématique de la gouvernance universitaire qui ne sait pas s'adapter aux enjeux du temps, aux défis du présent. Et quand moi, jeune politicien du PUS, je vois ça, j'ai pitié de ces universitaires parce qu'on va se retrouver là, on va ergoter comme on veut, mais on ne va pas trouver les solutions. Aujourd'hui, le kilomètre de bitume coûte 200 millions, nous dit-on. Milliards. Non, 200 millions. Pour certains, ils ont même fait ça à 13 milliards. Si c'est coûteux, comme ça veut dire que la matière première pour faire ce goudron, on ne la fabrique pas. Depuis qu'il y a toute une polémique autour de ça, y a-t-il une réflexion dessus? On a des il y a récemment une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion, mais il y a une école de BTP, de travaux publics. Je n'ai pas entendu une orientation de la recherche de ces ingénieurs sur la question. C'est de ça qu'il est question, madame. Tout ce qu'on nous raconte là sur les recrutements, les gens pleurent. Quand il y a eu 25 000, quand il y avait les 25 000, beaucoup ont été délaissés, n'ont pas pleuré. Ils ont continué à vivre. Que les chercheurs, que les titulaires de PhD se dirigent vers les ONG. Qu'ils aillent montrer qu'ils sont des véritables chercheurs. Tout le monde ne peut pas être enseigné. Et encore au Cameroun, Dieu seul sait que beaucoup d'enseignants, beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur qui exercent dans les universités sont de très mauvais enseignants. Le doctorat ne confère pas la qualité, le statut de... Je ne peux pas lui dire des choses pareilles. Mais écoutez, c'est mon... qui n'est pas... Ce n'est pas une... Monsieur, je suis un produit du système. Les meilleurs enseignants d'Afrique. Mais je vais vous dire... Ils enseignent partout dans le monde. Je vais vous dire, monsieur... Je parle à Mondovision. Monsieur Luther Meka. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Je vous ai laissé dire beaucoup de choses là qui sont... Je n'ai pas de permission à obtenir de vous parce que c'est madame Lila-Dimanda. Si je vous dis qu'il y a les brevets d'invention à l'INSET où on décode le pistache, où les enfants fabriquent des whisky, c'est pour cela que je veux des robots. Vous avez raison. En faculté de génie industriel, on fabrique les drogues. Je vous ai laissé dire des choses très fausses. C'est pour cela que je souhaite qu'on ait plusieurs artisans et qu'on n'ait pas des ingénieurs qui trouvent que ça ne sert à rien. Je voudrais vous dire que le monde, depuis le XVIIIe siècle, fonctionne sur ce qu'on appelle les écoles de la pensée. On a eu l'école de Paris, l'école de Francfort, il y a maintenant les écoles américaines avec l'université de Columbia. Les penseurs africains sont en train de déporter de nouveaux pôles de pensée au Sénégal, à Dakar. Il y a eu des ateliers de la pensée il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Vous êtes chercheur. 1 mois et demi. Voilà. Il y a maximum sur près de 70 intellectuels et chercheurs, il y a eu moins de 3 Camerounais. Nadine Méchakou, un professeur de l'ESTIC, et alors qu'il y avait suffisamment de Sénégalais. Et vous me dites que vous enseignez partout. Ceux qui enseignent sont des produits qui sont sortis de notre système éducatif pour se perfectionner ailleurs. Vous voyez, on a recruté Nadine Méchakou. Il a pris 10 minutes. Oui, vous en prenez souvent, je suis très tolérant. Et c'est ça le problème du RDPC, l'intolérance. Et ça pose également, pour finir, puisqu'il veut absolument que je chute, le problème qu'il y a des libertés publiques. Puisque les gens sont venus manifester, exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol par rapport à une déception, on a envoyé les policiers. Vous comprenez? Des titulaires, des doctorats qui n'avaient rien. Et ils sont toujours là-bas. Et ils sont toujours là-bas. Mais avant, il a fallu que la presse se saisisse. On a failli avoir un remake de la crise anglophone avec le matraquage des étudiants. Je ne suis pas dans l'exagération. Monsieur Meka, est-ce que vous n'avez pas vu les images dans lesquelles on a roué de coups des étudiants à l'université de Buea parce qu'ils contestaient en 2016 et que ça a failli être ça. Merci Serge Gauthier. On va sortir de cette émission sur le contentieux préélectoral. Le Conseil constitutionnel a statué sur 55 dossiers avec des verdicts qui pouvaient parfois surprendre. On va commencer par vous, docteur Aristide Bitouga. Dans quel état d'esprit est-ce que le PCRN est sorti du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel? Peut-être avant d'arriver à ça, il faut reconnaître au RDPC une fourberie qui sera préjudiciable dans les jours qui viennent à la démocratie dans ce pays. Voyez-vous,
après les premières listes qui sont sorties, il était ressorti clairement que le RDPC serait majoritaire en termes de mairie, en termes de députés. Mais ils en sont quand même arrivés à aller encore chercher des noises à des petits partis politiques pour entériner ce que les autres disent souvent que c'est le RDPC qui est au Parlement, c'est le RDPC qui est à la commune. Il y a, M. Mekar, une certaine élégance politique qui doit gouverner même l'action politique. Il y a des choses que votre parti doit à certains moments se dire, ces gens, s'ils n'avaient pas voulu que ces élections se tiennent, elles n'auraient pas lieu. Donc au nom de l'élégance, au nom de l'élégance, le RDPC aurait au dû nom de l'élégance politique, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Parce que s'il y a un parti qui chiffonne son militant, c'est le RDPC. Mais j'ai vu à la faveur de ce contentieux, le RDPC servi des rejets de liste parce qu'un militant aura appartenu au RDPC, se retrouve au puces et il faudrait que celle-ci soit invalidée. Ces militants représentent quoi à vos yeux, M. Meka? Ils représentent quoi à vos yeux? À part danser, sauter et se coucher là, ils veulent là à la fin de ces manifestations. Ils représentent quoi dans vos partis? Mais des gens ont clairement démissionné il y a 3 ans du RDPC. Mais à cause des clauses qui sont parfois souvent extraordinaires, parce que c'est à la faveur de ce contentieux que j'ai su que vous devez être à jour de vos cotisations avant la saisine de l'huissier pour démissionner, pour que la démission d'un militant soit actée. C'est pour ça qu'on a eu des cas, pour revenir au PCRN,